Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais commencer le point politique de cette semaine en adressant un message de soutien aux habitants de l'Aude et aux secouristes qui ensemble font face à des intempéries spectaculaires avec ces inondations que vous voyez ce matin, et adresser effectivement également un message de soutien, une pensée émue pour les victimes qui sont au nombre de 5 à cette heure et leurs familles. Alors on le voit bien, le phénomène climatique et ce qui se passe dans l'Aude sont intimement liés, puisque ces vagues de précipitations spectaculaires qui fait qu'on a vu par exemple en quelques heures des niveaux d'eau de 30 cm arriver jusqu'à 6 mètres, avec des phénomènes de crue absolument incroyables, parce qu'il y a des précipitations en zone urbaine qui se sont concentrées. C'est clairement l'une des conséquences du changement climatique que l'on va voir de plus en plus, parce que vous savez que le changement climatique ne va pas produire des phénomènes linéaires et prévisibles. Par exemple, le réchauffement climatique n'a pas pour première conséquence le fait que la température augmente, en tout cas la température ressentie. Par contre, cette hausse de la température, ce réchauffement global du climat, provoque un phénomène d'évaporation qui fait que la quantité d'eau qui retombe ensuite, y compris sur les zones urbanisées, est sans commune mesure avec les précipitations qu'on peut connaître habituellement. Donc tout ça est intimement lié, et les experts du GIEC, dans leur rapport rendu la semaine dernière, nous expliquent que l'objectif des 1,5 degré, si on le dépasse, si on n'atteint pas cet objectif de maintenir le réchauffement à 1,5 degré, va provoquer des conséquences climatiques qui ne seront pas linéaires. C'est-à-dire il va y avoir des effets de domino, des effets de cascade, que même des scientifiques disent on ne peut pas absolument tout prévoir. Il va y avoir beaucoup de choses imprévisibles dans ce qui va se passer. Ce week-end, mi-octobre, sous plus de 20-25 degrés parfois, vous avez été extrêmement nombreux à marcher pour le climat. C'est un message d'espoir qui consiste à dire à la fois que oui, nous pouvons endiguer le changement climatique, mais vous le savez comme moi, nous n'avons plus beaucoup de temps pour le faire. Et l'urgence est telle qu'on ne peut pas attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Bien évidemment que les comportements individuels que nous pouvons toutes et tous interroger sont nécessaires. Mais par ailleurs, on ne se tirera pas d'affaire sans changement profond qui demande de la volonté politique, et notamment lorsqu'il s'agit de changer tout notre modèle économique, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Il s'agit bien de rompre avec le modèle du productivisme, du libre-échange qui déménage le monde d'un bout à l'autre, et de la compétition généralisée. Nous devons en passer à des rapports de coopération. Ça ne peut pas être chacun pour soi. Ça doit être tous ensemble, coordonnés, organisés, et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, mais il faut le faire vite. Et nous avons un pouvoir qui préfère maintenir les grandes trajectoires économiques et se donner l'impression d'agir sur le climat en faisant de grands raouts de la finance verte comme on a pu le voir récemment. Ça n'est pas à la hauteur, et donc le message envoyé par les citoyens, notamment lors des marches climat, est essentiel. Cette mobilisation, il va falloir la poursuivre à tout prix. Je vous y appelle toutes et tous. Et dites-vous bien que par la modification de nos comportements, par le changement de notre modèle économique, nous avons aussi les capacités de relancer la machine en matière d'activité et d'emploi. Nous ne cessons pas de le dire. Les propositions que nous faisons sur l'agriculture, sur le modèle énergétique, mais plus globalement sur l'organisation de la production, de la consommation, c'est un modèle intensif en emploi. Si l'on appliquait les propositions de la France insoumise, il y aurait besoin de beaucoup de travail, beaucoup de relance d'activité, beaucoup de compétences, de savoir-faire technique. Bref, tout cela peut être passionnant, et nous savons que nous n'avons plus devant nous tout le temps. Dans quelques heures, ou demain, ou dans quelques jours, on ne sait pas vraiment, nous allons avoir le remaniement ministériel, le remaniement de gouvernement. Il est attendu depuis maintenant près de 15 jours, puisque c'est il y a 2 semaines que Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a démissionné du gouvernement pour préférer aller faire maire de Lyon. Et on voit bien la difficulté qui se pose au gouvernement pour composer cette nouvelle équipe. Par ailleurs, elle a signifié quelques tensions ou désaccords entre Édouard Philippe, le Premier ministre, et Emmanuel Macron. La vérité, c'est que ce remaniement, à l'heure où nous faisons cette vidéo, nous ne savons pas si quand vous la verrez, les choses auront été annoncées, mais nous savons une chose, nous en sommes sûrs, ce sera un non-événement. Puisque, en réalité, après la perte de poids lourds comme Nicolas Hulot, comme Gérard Collomb, qui était quand même un pilier de la Macronie, ou avant tout cela de François Bayrou, fait qu'Emmanuel Macron se retrouve quand même rudement recentré sur une base assez faible. Et surtout, le plus important, c'est qu'il a adressé un message clair, Emmanuel Macron, à tout le pays. Il a dit « je ne changerai pas de politique ». Par conséquent, à quoi bon scruter en détail ce remaniement, puisque que ce soit Pierre, Paul ou Jacques ou Jacqueline, peu importe qui en vérité,
nous aurons affaire à la même politique macroniste et à l'impasse dans laquelle elle nous mène. On le voit à la fois sur les choix budgétaires, sur la situation de l'emploi, sur la question climatique dont on vient de parler à l'instant. Bref, en réalité, ce n'est pas tant de remaniement de personnes qu'on a besoin, mais bien d'un remaniement de politique. Et dès lors que Emmanuel Macron, président de la République, nous dit « je ne change pas de politique », eh bien on peut raisonnablement penser que oui, nous aurions bien besoin, dans ce cas, de changer de président de la République. Enfin quoi, comment peut-on imaginer pendant 3 ans et demi manger encore du macronisme et tout le temps que ça fait perdre au pays? C'est la raison pour laquelle nous reformulons notre proposition d'un référendum révocatoire à mi-mandat. Ça se fait dans pas mal de pays. Le fait qu'à mi-mandat d'un élu, eh bien, la population puisse réinterroger sa légitimité en organisant, moyennant le fait qu'un certain nombre de citoyens signent une pétition pour demander ce référendum, eh bien, en organisant un référendum qui peut-être ne sera pas nécessairement perdu par le président de la République, mais qui réinterroge le souhait de la population de le voir à la place qui est la sienne. Et on imagine par exemple que si François Hollande l'avait fait lors du précédent quinquennat, peut-être n'aurait-il pas fini son quinquennat de manière absolument calamiteuse, comme on a pu le voir précédemment. Pourtant, on le voit bien à cette heure, c'est ce qui est promis à Emmanuel Macron. Une espèce d'agonie lente comme ça jusqu'à la fin du quinquennat, et tout ce temps perdu pour le pays pour faire autre chose que cette politique absolument rabougrie. Donc nous demandons à Emmanuel Macron, s'il est vraiment attaché à son siège de président de la République, d'entendre qu'il faut changer de politique. Il ne peut pas continuer comme ça, à aller contre le pays avec des coups de menton, des petites phrases, traverser la rue, ça irait mieux si vous ne vous plaignez pas. Ça ne peut pas fonctionner et ça discrédite tout l'appareil d'État, on le voit bien au vu de la difficulté qu'ils ont à composer une nouvelle équipe. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le groupe France Insoumise, autour notamment des députés qui sont engagés dans la commission Finances, présentera, comme c'est déjà l'habitude, puisque nous l'avions fait l'an dernier, un contre-budget complet, de manière à faire la démonstration que si nous étions aux manettes à cette heure et si nous avions à faire des arbitrages budgétaires, à faire des choix politiques pour savoir ce que l'on finance, dans quelle proportion, eh bien nous saurions faire, et nous saurions faire de manière tout à fait crédible, raisonnable, chiffrée, détaillée. Donc c'est un exercice de crédibilité et de proposition qui participe de ce que fait la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous présenterons ce contre-budget, vous le retrouverez également sur Internet, avec toutes nos propositions détaillées de ce que nous ferions à cette heure si nous étions en capacité finalement d'imprimer réellement sur le budget de l'État, puisque la discussion budgétaire est quand même largement contrainte à l'Assemblée, il faut que vous le sachiez. Bien sûr, nous présenterons de multiples amendements. Ce sera le cas par exemple cette semaine pour ma part dans le cadre de l'analyse du plan de financement de la sécurité sociale. Mais en réalité, compte tenu du fait qu'il y a un article 40 qui empêche les parlementaires de réaliser de nouvelles dépenses sans les gager par ailleurs, etc., la discussion budgétaire est quand même largement le fait du gouvernement. Et il y a une espèce de simulacre de discussion parlementaire sur le sujet. En tout cas, l'objet qui peut être modifié par les parlementaires est absolument restreint. C'est la raison pour laquelle nous continuons de penser que la présentation d'un contre-budget, comme nous allons le faire avec la France Insoumise, est un événement politique qui permet au pays de s'interroger. Voilà les choix budgétaires d'Emmanuel Macron et voilà clairement quels auraient été les choix budgétaires et les priorités politiques de la France Insoumise. Soyez attentifs à ce travail, puisque c'est un gros travail mené par le groupe parlementaire à l'Assemblée et il est fait pour continuer à faire cette démonstration que oui, nous sommes la première force d'opposition, mais nous sommes d'abord et avant tout une force de proposition. Alors comme d'habitude, si vous voulez nous encourager à continuer ces petits points politiques, le rapatriement des passages médias et des interventions à l'Assemblée et tout ce que l'on fait sur le terrain sur la chaîne YouTube, eh bien aidez-nous, donnez-nous le petit coup de pouce, c'est le cas de le dire, avec le pouce bleu que vous pouvez mettre en bas de la vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous, puisque c'est gratuit, abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à ce que ça puisse nous encourager, puisque quand on voit que ça monte, eh bien on se dit allez, on continue d'alimenter, de trouver de nouveaux contenus. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour donner votre appréciation de l'activité en général, mais aussi plus particulièrement de ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt.